Bonjour à tous, l'Art du Bonheur. Je suis très heureux d'être avec le petit prince de la mode. Il va tout nous raconter. Je suis avec Daniel Echter. Bonjour Monsieur Echter, ça me fait très plaisir. Merci de nous accueillir dans ce magnifique jardin. On est où là? Eh ben, on est dans la propriété de Saint-Tropez. De Saint-Tropez, dans le Var. Dans le Var. Maison que j'ai construite en 1973. Et je l'ai construite petit à petit. Avec du cœur, du bonheur, ouais, de la bienveillance. Avec ce que je savais faire. Mais vous savez faire beaucoup de choses et vous en savez beaucoup plus que nous, ça c'est sûr. Alors, vous avez commencé le lycée Voltaire et Chaptal, tout ça, ça a démarré là en fait. Oui, Chaptal, Carnot, Voltaire. Et qu'est-ce qui vous a marqué dans cette époque-là de ce lycée? Qui m'a marqué le souvenir que j'en ai, c'est des souvenirs d'adolescent, mais je me souviens d'une chose, c'est que quand je regarde aujourd'hui, et je regarde en arrière, la liberté. Et on avait une liberté qu'ils n'ont plus aujourd'hui, que mes petites filles n'ont plus aujourd'hui, une liberté qui était... les années 60, ça a été des années extraordinaires. Liberté de pouvoir créer, de pouvoir vivre, de tout. De tout. Il y avait vraiment une liberté. Et il y avait une liberté. Les filles étaient libérées. Aujourd'hui, vous prenez un ascenseur avec une femme, vous ne savez pas ce qui vous arrive en haut. Il y a eu un sketch comme ça où le mec rentre dans l'ascenseur et il dit je mets les mains en l'air, vous avez vu, hein, vous êtes témoin. Et c'est vrai. Il n'y a pas toujours une caméra pour le voir. Mais il n'y a pas la caméra aussi. Alors par contre, vous avez démarré bien sûr votre griffe en 62, mais qu'est-ce qui vous a un petit peu lancé en fait? C'est le premier modèle avec Brigitte Bardot dans le film La Parisienne? Non. Non, en fait ce qui m'a lancé c'est que j'étais un petit peu... j'étais un peu l'enfant terrible de la mode, parce que d'abord j'étais le premier. D'accord. Emmanuel Kahn et Christiane Bailly ont ouvert la même année que moi, mais et il se trouve qu'on a défilé à la même année. En fait, ce qu'on appelle la semaine de la mode, ça n'existait pas, il n'y avait pas de semaine de la mode. Il n'y avait pas la semaine. Nous, on a présenté nos collections 2 fois par an, et c'est devenu la semaine de la mode, Fashion Week. Oui. Mais au début, il y avait Christiane Bailly, moi, il y avait Gérard Pupart chez Nina Ricci. Et puis petit à petit, il y en a eu d'autres qui sont venus, Sonia Rykiel, Karl Lagerfeld, Saint-Laurent, les Jacobson. Non, Saint-Laurent, il était en haute couture, c'est pas pareil. Couture. Voilà. C'est pas la même chose, mais bon. Non, parce qu'il ne défilait pas à la même époque que nous. La couture, il défilait en janvier et en juillet, et nous défilions en mars, avril et en octobre. Et Yves Saint Laurent, pour vous, quel est le souvenir de Yves? Le pire? Le pire. D'abord, il faut dire une chose, c'est un homme qui avait un grand talent. C'était avant tout un grand talent. Le pire, je vais vous dire, j'ai vu les 2 films qui sont sortis sur lui, et je suis allé les voir. Oui. Que tout le monde a vu. J'ai trouvé que sa vie était d'une grande tristesse. Que sa vie avait... ça vaut pas un film. Il n'y avait rien. En fait, c'était un garçon qui était malade, qui était drogué, qui était... je trouve qu'il n'a pas eu une vie à la hauteur de son talent. Il a eu une période très difficile aussi. Mais Yves Saint Laurent, mis à part sa qualité, c'était un grand. Il y en a eu des grands. Bien sûr. En tout cas, on parlait justement donc, de Brigitte Bardot. Oui. La Parisienne. Enfin, le film Une Parisienne. Alors, cette robe. C'est pas cette robe, c'est un tailleur. Tout à fait. Que j'avais vendu à l'époque à Jacques Esterel. Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, tout à fait au début, je cherchais des clients et j'avais vendu aux meilleures boutiques de Paris. Et donc il y avait Louis Ferraud, Jacques Esterel. Et j'ai vendu ce tailleur à Jacques Esterel
Et un jour, je vois mon tailleur sur l'écran, porté par Brigitte Bardot. Voilà. Mais c'est pas ça qui m'a fait démarrer. Non, c'est quand même Non, ce qui m'a fait vraiment décoller, c'est le maxi. Quand, le tout, maxi, ouais, oui. quand tout le monde, toutes les rues de Paris et de l'étranger étaient habillées avec des. Où les filles avaient tous des mini-jupes. Et moi, j'en ai eu ras-le-bol, parce que c'est ça la mode, en fait. C'est quand on a assez de quelque chose, il faut passer à autre chose. Et moi, j'ai senti à ce moment-là que la mini-jupe s'était démodée, que quand on voyait les cuisses énormes de filles qui portaient des mini-jupes, ça leur allait pas. Elles étaient complètement déguisées. Elles étaient stupides. Donc il y avait une espèce d'écœurement. vous avez passé à autre chose. Et j'ai eu cette idée de faire des manteaux longs, et puis de là, c'est passé. La mode maxi, elle a commencé comme ça. Hein, c'est simplement parce que puis j'avais envie de choses plus fluides, plus suggestives. Je voulais passer d'une mode qui était démonstrative à une mode suggestive. Un petit peu aussi, puisque vous lancez aussi là, avec la mode militaire. Alors ça, c'est tout au début. C'est tout au début. ça, c'est Le tout au col début. imprimé aussi, parce que c'est quand même des choses qui marquent. Oui, il y a des tas de détails comme ça, C'est mais des bon, On n'a pas l'impression d'être copié à la date d'aujourd'hui ou pas? copier. Oui. Reprendre un petit peu De le. toute façon, tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est des reprises de ce que nous avons fait. Je ne parle pas de moi, Oui. pas que moi, parce Mais, que, entre autres. mais il y a aujourd'hui, les créatifs d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de créateurs vraiment créateurs. C'est difficile, hein, parce que tout a été fait. Oui, Mais, c'est-à-dire que, mais à on votre pourra époque, faire d'une manière différente. C'est pas. Je trouve que des grands créatifs aujourd'hui, il n'y en a plus. ils ont pas, il n'y a pas de touche, il n'y a pas de. Il y a pas... Non, le dernier pour moi, c'était Alaya et Jean-Paul Gaultier. Mais il y a 20 ans, Il y a 20 25 ans. ans, 30 ans. Il y a 20 ans. Est-ce que la mode, on la porte plus facilement maintenant qu'avant ou pour les prochaines années? C'est la mode. La mode, il faut être à l'heure. Être trop en avance, c'est aussi grave que d'être en retard. Oui. Donc il y a un moment. C'est un rendez-vous. Ouais, c'est un C'est rendez-vous. un rendez-vous. Et voilà, c'est tout. Je trouve qu'aujourd'hui, si on parle de Saint-Tropez, moi je suis atterré de voir ce qui se passe. Moi, je n'avais pas vu une femme en haut talon à Saint-Tropez jusque dans les années 80. Il n'y a pas une femme qui portait des hauts talons, qui s'habillait. Oui, parce que là, c'est devenu Voilà, complètement. maintenant, Est-ce que c'est vulgaire? ça allait. Oui, oui, c'est vulgaire, quoi, parce que quand c'est mal porté, c'est toujours vulgaire. Tout à fait. Et Brigitte, justement, Madame Brigitte Bardot, je sais que vous êtes Oui. en liaison, vous voyez. Moi, j'ai connu Brigitte il y a très longtemps. Elle est un peu dans le même cycle que vous. C'est une plus. Est-ce que cette âme de Saint-Tropez a beaucoup changé? Oui, il n'y a plus d'âme à Saint-Tropez. Il n'y a plus rien. D'âme. Même les petits créateurs qui ont existé, comme Lothar, comme et les boutiques comme Chose, tout ça, ça a disparu. Maintenant, il n'y a plus que des boutiques de luxe. Il n'y a plus que du. Du bling-bling, on appelle ça? Oui, il y a que du Arnaud. Et oui, Ah oui, c'est un peu gênant à la fois parce qu'il y a Saint-Tropez, même à Deauville, c'est pareil. On va dire qu'il n'y a que du Arnaud. oui, mais le luxe, c'est ça. Et le luxe a pris le. En fait, être à la mode, maintenant, c'est de s'habiller luxe. Alors, pour moi, non. Pour moi, non. S'habiller, c'est peut-être ce que vous aimez faire aussi, c'est sportswear, chic, c'est ce que vous avez lancé. Oui, mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est une fille qui va s'habiller comme elle se sent. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un vêtement? C'est une deuxième peau. Oui. Donc il faut être bien dans sa peau. Oui. Et pour moi, c'est la chose la plus importante. Une fille qui s'habille avec 2 chiffons, elle est souvent mieux habillée qu'une femme qui est en robe du soir avec des paillettes. Un rien vous a vu, on avait avant dit. Oui, c'est Aussi. vrai.
Ah, on est d'accord? Oui. Alors, rien ne nous a dit en fait. Mais il faut savoir le porter Mais aussi. vous savez, il y a un terme qu'on employait à l'époque. Je me souviens que on parlait de la midinette. Oui, on disait la médillette. Eh ben, on disait, eh ben, les midinettes, où elles sont? Elles n'existent plus. Sur le port, C'est qu'il y a des cagoles. ça c'est l'expression du sud de la cagole. Ah, voilà, on fait la sole sur la plage. C'est la différence qu'il y a entre la midinette et la cagole. Et alors, du coup, dans tout ça, vous avez fait la collection Homme aussi, qui est extraordinaire, je me souviens très très bien. Qu'est-ce qui vous a marqué dans la collection Homme? Bah, l'homme, là j'ai eu la chance de commencer. C'était en 68? Un peu plus tard. Un petit peu plus tard? Mais ça... J'ai exposé en 78. Alors, j'ai commencé en 68, 70, mais là moi-même j'avais du mal parce que je n'avais pas compris l'homme. D'accord. L'homme, il s'habille extrêmement simplement. La seule chose, c'est qu'il faut lui mettre des vêtements qui lui vont, et il n'est pas ridicule. Adapté. Hein, un homme qui s'habille, c'est pas une femme qui s'habille. Non, c'est deux choses différentes. C'est pas la même chose. C'est deux attitudes différentes. Et ça, moi, je l'ai très bien compris. Et je dois dire qu'en homme, j'ai été sur le marché seul pendant 15 ans. Vraiment pas. Je ne doutais même pas que ma collection ne soit pas la meilleure collection de marché. Parce que je savais que les autres n'avaient pas compris. Oui, parce que oui, quand on voit d'autres marques, on n'hésitera pas, ils n'avaient pas capté. Vous avez capté vraiment ce que désirait l'homme. Oui. Et à la date d'aujourd'hui, quand vous voyez l'homme évoluer, est-ce que l'homme, il reste simple à la fois? L'homme, il n'a pas tellement changé depuis. Il est toujours bâti de la même manière. Mais il n'y a plus de mode masculine en ce sens que c'est une mode. Les derniers créateurs de mode qui sont sortis dernièrement ont fait une mode beaucoup trop homosexuelle. C'est imprégné dans le milieu homosexuel pour voilà. C'est vrai que les homosexuels ont du goût, qui s'habillent bien. C'est vrai, il y a pas. Moi, j'ai pas du tout. Tu sais, je suis pas du tout homophobe parce que j'ai travaillé avec des homosexuels toute ma vie et que j'ai beaucoup d'estime pour certains d'entre eux qui ont été ou mes assistants ou mes mannequins. Bon, j'ai aucun problème. Mais cette mode qui délibérément est faite pour séduire les homosexuels, moi ça me dérange. Et je ne trouvais pas que, enfin, je dis ça comme ça, à la date d'aujourd'hui, quand on voit beaucoup d'hétéros qui s'habillent à la façon homo. Oui. Voilà. Ben, je vais donner un seul exemple. Vous avez qu'à aller chez Sénéquier ou peu importe. Et vous voyez, vous voyez les maîtres d'hôtel avec des petites jaquettes courtes, cintrées, des vestes qui arrivent au milieu des fesses. Ils sont ridicules. Ce sont des types qui ont 40, 50, 60 ans et qui s'habillent comme des Mickey. C'est pas possible. C'est pas possible, ça C'est va pas pas. possible. I'm shocking. C'est sûr. Bah, il faut s'adapter avec le corps. Enfin voilà, il faut pas que ça soit ridicule. Non, puis la mode. Moi, en mode masculine, je veux dire, j'ai habillé des tas d'artistes, des tas de comédiens, des tas de chanteurs, mais je les ai jamais rendus ridicules. Non, c'est important. Ah oui, parce que c'est... La mode est un recommencement. Oui, mais il faut faire attention de ne pas être dans les dérives de la mode. Et à la date d'aujourd'hui, pour vous, vous disiez tout à l'heure, la mode a évolué, mais pas dans le bon sens à la fois. Est-ce qu'on peut dire que la mode a évolué? Non, elle n'a pas évolué. Elle s'est stagnée depuis combien de temps? Bah, depuis moi. En fait, je veux dire une chose, il y a eu, en matière de mode masculine, il n'y a pas eu beaucoup de créatifs. Hein. Bon, il y a eu Armani, qui a lancé un certain style. Hugo Boss. Hugo Boss, c'est pas un créateur. Mais c'est pas un créateur. On ne sait pas qui crée. Voilà. On ne sait pas qui crée.
pour ça que c'est important pour les gens qui Non, nous mais, écoutent. Hugo Les Boss, gens disent « Ah, j'adore Hugo Boss ». C'est vrai que, bon, mais c'est pas un non, mais créateur. non, c'est pas un créateur, Hugo Boss, à l'époque où j'existais, Hugo Boss, c'était la photocopie d'Echter. C'était du Echter interprété à l'allemande. Oui. Hein, c'est tout, c'est pas autre chose. D'ailleurs, en Allemagne, Echter était plus important que C'est ce que Hugo j'allais vous dire parce que vous avez été quand même, vous êtes un créateur de mode française international, renommé mondialement. Vous avez créé énormément de choses et parce que vous êtes parti, vous étiez le petit prince de la mode. On vous a appelé comme ça après. Oui, l'enfant terrible. L'enfant terrible. Mais ça me fait penser à quelqu'un que vous avez connu aussi, qui était une princesse, Hermine de Clermont-Tonnerre. Ah, j'adore. L'enfant, voilà, nous avons un point en commun avec Hermine de Clermont-Tonnerre qu'on adorait tous. Donc vous étiez le petit prince de la mode, mais vous avez fait la mode, vous avez fait le parfum et vous avez fait le stylo, puis vous avez fait plein de choses. Ah, oui, ce que j'ai surtout fait, je raconte l'anecdote parce elle est savoureuse. Donc, à chaque fois que je commençais un nouveau truc, monsieur, c'est pas votre, dans la création, notre métier, c'est autre chose. C'est ce que m'a dit mon premier licencié en costume. J'avais vendu 800 000 costumes quelques années après, par an. Non, c'est pas n'importe quoi. Sur l'Europe et un peu les États-Unis. Non, c'est l'anecdote que je vais vous raconter, c'est lorsque un de mes directeurs un jour m'a dit Daniel, on a signé une licence de linge de maison. Il va falloir qu'on fasse une collection. Et moi, j'avais l'habitude, j'avais mon équipe, mais toutes les premières collections, c'est moi qui les faisais. D'accord. Vous étiez Oui, vraiment je cherchais le truc qui faisait qu'il y avait une signature. Et donc, j'apprends que j'en avais signé avec Jala, et Jala, c'était une des sociétés des frères Billot, qui étaient des gros industriels du Nord. Et et un jour, j'apprends que je suis invité à déjeuner par les 4 frères au magasin du Bon Marché, donc je vais au déjeuner. Et là, je tombe sur les 4 frères qui étaient habillés tous les 4 avec le costume de marine croisé. La seule chose qui les différenciait, ils avaient des cravates légèrement différentes, chemises blanches. Et celui qui s'occupait de l'industrie dit, Monsieur Echter, on a signé avec vous un contrat, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Je lui regarde, parce que qu'est-ce que vous pouvez apporter au linge de maison? Je lui dis, vous avez raison, je ne sais pas du tout ce que je vais apporter. Mais il ne fallait pas signer. Je dis, mais si vous voulez, on arrête tout de suite. Et non, mais c'est notre directeur qui était absolument moche. Bon, et puis comme j'étais un peu agacé par ce ton un peu méprisant, à un moment il me dit, oui, on a bien lancé les serviettes éponges en lin, mais ça n'a pas été un grand succès. Je dis, je ne suis pas étonné. Hein, Et puis à la fin du déjeuner, je leur dis, parce qu'on avait mal déjeuné, on fait ça, et je vous parie un déjeuner que dans un an, j'aurais révolutionné le marché du linge de maison. Ils me regardent, et, bon, je rentre chez moi, et quelques jours plus tard, je pars aux États-Unis, où j'avais un gros contrat de costumes d'hommes, pour toute ma collection d'hommes. Et donc, la limousine de la boîte vient me chercher. Moi, dans l'avion, j'avais commencé à prendre des enveloppes, faire dessiner n'importe quoi. Parce que je cherchais qu'est-ce que j'allais faire. L'originalité. Oui. Et à ce moment-là, je suis dans la limousine et on traverse le Triborough Bridge qui mène de New York à, je crois, Queens ou Bronx. Bon, et je vois 3 cheminées
énorme de 50-60 mètres de haut, grise, avec une bande rouge et blanche comme ça, qui traverse la cheminée en haut. Et je regarde, je suis intrigué par la cheminée, et tout d'un coup, je vois un jogger qui court sur le pont, et il a ses survêtements gris chiné que les Américains portent. Tout à fait. Et là, j'ai un flash. J'ai dit, mais le gris chiné, ça n'a jamais été fait en serviette éponge. J'en ai jamais vu. J'arrive à mon hôtel, il est 9h du matin, 9h30, et il est 15h en France. J'appelle le directeur de chez Jala. Je lui dis, dites-moi, est-ce que vous pouvez me faire des serviettes éponges, tissez-moi 1 mètre, 1,50 m de serviettes éponges, mais je veux gris chiné. Il me dit, comment gris chiné? Ben, vous prenez un fil gris, un fil blanc, et vous tissez. Et je reviens la semaine prochaine, est-ce que vous pouvez faire ça? C'était cousu de fil blanc? Hein? C'était cousu de fil blanc? Ouais, ça. Et finalement, ce maître est arrivé, le maître tissé sur mon bureau, et quand j'ai vu ça, je savais que j'étais parti. Et j'ai fait toute une collection à base de gris chiné, avec des bandes rouges, blanches. Des vélans roses, un rose fuchsia. Oui, il y a eu, j'ai exploité les... Oui, mais je l'ai toujours. C'est quoi? Tu sais alors. Je vous enverrai la photo en tout cas, oui, oui. Et moi, bon, donc j'avais fait ça, et ça a fait un malheur. Première année, les comptes, au bout d'1 an d'exploitation, et j'étais le numéro 1 en France. Ah, oui, oui. Devant Dior, devant Cardin, toutes les grandes marques. Mais pourquoi? Parce que moi, j'avais fait quelque chose qui n'existait pas. C'était vraiment quelque chose. D'ailleurs, aujourd'hui, je recommence, c'est la même chose. Oui. Je refais ma collection telle que je l'avais fait à l'époque. Mais vous faites un carton. Et Il faut. Mais je me souviens très bien de cette serviette, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent, c'était un fil, vous avez plusieurs filets, là, plusieurs roses dégradées ou bleues, et hop, ça faisait Daniel Echter. Je me souviens pas de celle-là, mais... Mais voilà, il y a des choses, enfin c'est des choses que je me souviens. Mais cette année-là, j'ai fait un carton. Tous les distributeurs d'Europe avaient la serviette. J'avais fait des pépinoirs à sortir. Enfin, bon. Et en tout cas, vous êtes parti dans l'éponge, bien sûr, mais il y a une chose, vous avez aussi, avec la boutique, vous avez été directeur du PSG. Oh, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça, c'est... C'est un beau, sans rentrer dans le détail, mais est-ce que c'est un bon souvenir? Bah, oui, parce que d'abord parce que je suis le créateur de ce club. Bien sûr. Et si aujourd'hui ce club en est où il en est, c'est parce qu'il y en a un qui a mis la main à la pâte. J'ai eu des bons souvenirs et pas que des bons souvenirs. Le football, il y a beaucoup d'hypocrisie. Oui, c'est spécial. C'est très spécial. Très spécial. C'est un monde fermé, on peut dire. Le monde du football, oui. Les joueurs, non. Oui, c'est ça le truc. Ah. Oui, Nathalie.